de la Ve République. Alors maintenant, on va parler avec vous, Marc Menon, du général de Gaulle. On va raconter le général de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale, justement, de lieutenant à capitaine, blessé plusieurs fois, case prison. Dites-nous tout. Alors déjà, je vous rappelle, les soldats de plomb, il est dans la guerre dès sa jeunesse. 1912, il termine Saint-Cyr. Sa première affectation, en tant que jeune lieutenant, c'est sous le contrôle de Pétain. Première rencontre. Et puis, la guerre est là. Il sera l'un des premiers au front, si je puis dire. Dès le 15 août 1914, le voilà en Belgique, dans une petite bourgade qui s'appelle Dinant. Il y a la citadelle en haut, et puis en bas, la Meuse. Oh, mais il piaffe. C'est incroyable. Lui qui rêvait déjà d'être dans le catapultage vers l'héroïsme, il est là, tenu en réserve. Et il regarde les Allemands qui tiennent la citadelle et les Français qui tentent de s'infiltrer. Il y a presque 500 marches à monter et on les dégomme les uns derrière les autres. Il peste dans son bel uniforme. C'est-à-dire qu'il est parti à la guerre, mais avec une sorte d'illusion. On se présente en grand uniforme, l'épée sur le côté, il y a un côté invraisemblable, le pantalon rutilant qui est repérable à bas de la citadelle, et quand on lui dit « il est temps de charger », le voilà qui se rue, et il est dégommé tout de suite. Il a à peine fait 20 mètres sur le pont qui traverse la Meuse, il s'effondre, première blessure évacuée, la convalescence. Juste après, il retrouve le maréchal Pétain, mais là, on est dans les arrières. Et quand Pétain, en février 1916, devient le généralissime, il lui dit « Mais moi, je veux retourner au front, je veux retourner au front. » Ah ben, il va l'avoir, le front. Dès le 1er mars, à Douaumont, ce fort mythique qui a déjà coûté des centaines, des milliers de vies. Il se présente sur place avec son escadrille et à 11h du soir. Le fort est là, tenu par les Allemands. Le petit village autour, ce ne sont que des ruines. Il a neigé les jours précédents. Ce n'est que gadou. Et quand on marche, eh bien malheureusement, on dérape. Mais ce n'est pas la boue. Ce sont les cadavres, les copains qui sont là. On n'a même pas pu les évacuer. Le premier regard, il se présente au capitaine Détouche, son homologue, celui qui tenait la place jusque-là. Il vient le relever. Détouche comme Céline ? Comme Céline, mais sans S. Ah. Voilà, il y a une petite différence. Et aussitôt, il y a une sorte d'arrogance. Il lui dit, mais c'est le désordre ici, c'est mal organisé. D'un œil périphérique, il a remarqué qu'il y avait 700 mètres de dégarnis, alors que les zouaves devraient tenir point par point. Il dit, mais là, il y a un risque. Et le capitaine lui fait simplement remarquer, mon général, vous êtes grand, là, vous vous montrez un peu trop, vous pouvez être une cible. On est en pleine nuit, minuit. Ah ben voilà, il prend la place. À minuit, on pourrait dire, il dort. Non, il y a déjà des tirs. Les tirs permanents des Allemands qui ont décidé la grande offensive. Et il demande quoi à ces hommes ? Première chose, on va essayer de colmater ce qui est possible, de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans des trous, car on va charger, on va l'avoir, ce fort. Malheureusement, je vous l'ai dit, l'état du terrain est tel, et puis ces cadavres, on s'empêtre, on tombe, et ils préfèrent prendre quelques heures de repos avec ces hommes. On se cache dans une des caves de ce village complètement détruit, et à 7h du matin, oh, c'est pas le clairon qui les réveille. Non, ce sont les canons. Et là, c'était l'apocalypse, comme on ne peut même pas l'imaginer. Des fracas, c'est terrifiant, ça explose de partout. Ils ont juste le temps de se catapulter pour se réfugier dans les trous d'obus. C'est là qu'ils se carapatent et qu'ils attendent en espérant pouvoir jaillir. Et ça continue pendant des heures et des heures. Chacun là, comme emmuré. Et imaginez dans la tête de chaque homme comment on essaie de s'imaginer l'espérance. Lui, le général de Gaulle, dans sa tête, le général, le capitaine, le lieutenant même. Il n'est pas encore capitaine. Non, il sera capitaine après. Et donc, là, le lieutenant de Gaulle, que fait-il ? Eh bien, il se dit, nous devons mourir par la patrie. Mourir pour la patrie. Et lorsqu'il y a
une faible décroissance des salves qui leur tombent dessus, on y va. On va l'avoir, ce fort. Mais les Allemands tirent. Et puis il y a les gaz, on s'époumonne, on ne respire pas, on retourne dans les trous. Et lorsqu'ils se relèvent, après des heures de ce tumulte, de cette avalanche de ferraille qui leur tombe dessus, les corps qui explosent, il aperçoit quoi dans les brumes qui sont les gaz et le brouillard? Il aperçoit des silhouettes d'Allemands. Et oui, ils ont simplement profité de cette situation de confusion pour jaillir. Et l'héroïsme va se terminer à cet instant précis. Il est obligé de lever les bras. Il se retrouve avec une baïonnette dans le dos. Ces hommes aussi. Et comme il tente une sorte de geste, il te prend le coup de baïonnette dans la cuisse. Il est blessé. Mais dans sa tête, c'est terrible, il n'est pas mort. Il n'est pas un héros. Il a trahi la France. Il a trahi son engagement pour la nation. Bien évidemment, il est évacué, prisonnier, une seule obsession, s'évader, 5 tentatives. Il est véritablement le rebelle des rebelles. Il remonte le moral des copains officiers, organise des conférences de philosophie avec les grands mots qu'ils repartent un jour qu'ils y croient. Mais malheureusement, il ne sera libéré qu'après l'armistice. Formidable récit, Marc Menant. La guerre de 14 sera une immense frustration pour De Gaulle, qui, comme l'a magnifiquement raconté Marc, rêvait de cette guerre depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Et même avant. Il rêvait que pour lui, ce fut sa guerre. Il pensait qu'il serait Bonaparte. Et en fait, il n'est pas Bonaparte pour 2 raisons, en 2 phrases. 1, parce que la guerre a changé, on l'a dit, il y a les mitraillettes en face et on ne peut plus faire des stratégies comme sous Bonaparte. Et 2, parce qu'il n'est pas Bonaparte. Et qu'en fait, en vérité, il n'est pas un grand capitaine. Il n'est pas un grand stratège militaire. Il est un immense stratège politique. Et ça, il va le découvrir après. Il a le sens, à la limite, de la tactique, le coup d'œil. Mais évidemment, mais en revanche, et il lui manque ce contact avec les hommes. Il a un côté hautain. Oui, c'est vrai aussi. Les uns et les autres disent, d'ailleurs, à Saint-Cyr, on le surnomme la grande asperge. Le roi en exil. Le roi en exil. Oh, on n'arrête plus, Marc. On arrête. Ah oui, parce que j'ai besoin de temps. C'est passionnant. Allez, on y va. Alors, ce sont des mitrailleuses et pas des mitraillettes. Oui, bravo, c'est moi aussi, j'ai dit une bêtise. Non, mais je vous en Mitrailleuse. prie, Oui, voilà. Christine. Vous avez raison, les grosses mitrailleuses. On m'a soufflé à l'oreille. Non. Je n'avais pas utilisé le mot. C'est moi, pardon. Ces réfugiés, quand j'avais lu aussi, c'était intéressant, qu'il avait beaucoup lu pendant, il était prisonnier, des auteurs allemands et approfondi la connaissance du pays. Bon, bref. Alors, dernière partie. Éric Zemmour, la Seconde Guerre mondiale. Là, on va s'arrêter. La première même. La première et la seconde. La première et la seconde. Voilà. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a